Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de vous expliquer le principe de l'inertie et sa contraposée, permettant de lier le mouvement d'un objet aux forces extérieures appliquées sur lui. Je m'appuierai pour cela sur l'étude de plusieurs exemples concrets faisant intervenir la technique expérimentale de chronophotographie. Nous verrons en particulier que contrairement à une idée reçue, il n'est pas toujours nécessaire qu'une force s'applique sur un objet pour que ce dernier soit en mouvement. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! L'énoncé du principe de l'inertie est le suivant. Si les forces extérieures appliquées à un système se compensent, alors son centre d'inertie est soit au repos, soit animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Ce principe peut s'énoncer d'une manière abrégée indiquée à l'écran. L'opérateur sigma, placé devant le vecteur force extérieure, désigne la somme de toutes les forces. La contraposée du principe d'inertie est la suivante. Si le centre d'inertie d'un système n'est ni au repos ni animé d'un mouvement rectiligne uniforme, alors les forces extérieures qui s'exercent sur lui ne se compensent pas. La contraposée peut s'énoncer d'une manière abrégée indiquée à l'écran. Remarquons enfin que un système isolé est un système sur lequel aucune force extérieure est appliquée, c'est un cas extrêmement rare, et un système pseudo-isolé est un système sur lequel la somme vectorielle des forces extérieures appliquées est nulle. Le principe d'inertie décrit uniquement le mouvement du centre d'inertie ou centre de masse d'un système et pas celui des autres points qui le composent. En effet, dans le cas d'un objet animé d'un mouvement complexe, seul le centre d'inertie est animé d'un mouvement simple. Deux exemples illustrant cela sont donnés à l'écran. Pour un système homogène de géométrie simple, le centre d'inertie coïncide avec le centre géométrique. Je vous donne à titre indicatif quelques exemples à l'écran. Un référentiel est un repère d'espace doté d'une horloge. Un référentiel galiléen ou inertiel est un référentiel dans lequel le principe d'inertie est vérifié. Tout référentiel en mouvement de translation rectiligne et uniforme par rapport à un référentiel galiléen est lui-même galiléen. Avec une bonne approximation, on considérera que le référentiel héliocentrique constitue un référentiel galiléen. Il faudra pour cela négliger le mouvement de rotation du Soleil autour du centre d'inertie de notre galaxie, ce qui sera le cas dans la plupart des situations étudiées, compte tenu de leur durée temporelle limitée. Le référentiel héliocentrique a pour origine le centre du Soleil et est constitué par trois demi-axes orthogonaux entre eux, pointant vers trois étoiles fixes dans le ciel. Tous les référentiels qui seront animés d'un mouvement de translation rectiligne uniforme par rapport au référentiel héliocentrique seront donc considérés eux-mêmes comme galiléens. Le référentiel géocentrique a pour origine le centre de la Terre et est constitué par trois demi-axes orthogonaux entre eux, pointant vers trois étoiles fixes dans le ciel. Il constitue un référentiel galiléen approché, à condition que la durée du phénomène observé soit beaucoup plus petite que la durée nécessaire pour que la Terre effectue un tour complet autour du Soleil, c'est-à-dire environ 365 jours. Le référentiel terrestre a pour origine le centre de la Terre et est constitué par trois demi-axes orthogonaux entre eux et liés à la Terre. Le demi-axe OZ est confondu avec l'axe de rotation de la Terre autour de ses pôles. Il constitue un référentiel galiléen approché, à condition que la durée du phénomène observé soit beaucoup plus petite que celle nécessaire pour que la Terre effectue un tour complet sur elle-même, c'est-à-dire environ 24 heures. Dans le référentiel terrestre supposé galiléen, appliquons le principe de l'inertie au cas d'un livre immobile posé sur une table. Le diagramme objet-interaction du système livre avec son environnement est donné à l'écran. Le bilan des forces extérieures appliquées au livre fait intervenir son poids P et la réaction normale R de la table. Les caractéristiques détaillées de chacune de ces forces sont rappelées à l'écran. D'après le principe de l'inertie, le livre étant immobile, la vitesse de son centre d'inertie G est donc nulle. Cela entraîne que la somme vectorielle des forces extérieures qui lui sont appliquées est nulle, c'est-à-dire que vecteur P plus vecteur R est égal au vecteur nul. Dans le référentiel terrestre supposé galiléen, appliquons le principe de l'inertie au cas d'un palais de curling glissant sans frottement sur la glace. Sur la chronophotographie, on observe que la distance parcourue par le centre d'inertie G du palais de curling pendant la durée ΔT demeure constante.
Cela implique que le vecteur vitesse Vg est un vecteur constant. Le bilan des forces extérieures appliquées au palais de curling fait intervenir son poids P et la réaction normale R de la glace. Les caractéristiques détaillées de chacune de ces forces sont rappelées à l'écran. En vertu du principe de l'inertie, la vitesse vectorielle du centre d'inertie G du palais de curling étant constante, entraîne que la somme vectorielle des forces extérieures qui lui sont appliquées est nulle, c'est-à-dire que vecteur P plus vecteur R est égal au vecteur nul. Il est intéressant de noter que dans cette situation, bien que la somme vectorielle des forces extérieures appliquées au système soit nulle, ce dernier est animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Dans le référentiel terrestre supposé galiléen, appliquons le principe de l'inertie au cas d'un ballon de basket en chute libre. Cela revient à négliger en particulier les forces de frottement de l'air et la poussée d'Archimède. En effet, la vitesse du ballon est faible et l'air très peu dense. Sur la chronophotographie, on observe que la distance parcourue par le centre d'inertie G du ballon de basket pendant la durée ΔT augmente au cours du temps. Cela implique que le vecteur vitesse n'est pas un vecteur constant. D'après la contraposée du principe de l'inertie, le vecteur vitesse du centre d'inertie G n'étant pas un vecteur constant, la somme des forces extérieures appliquées n'est pas nulle. Le poids P est donc une force non nulle qui n'est pas compensée par une autre. Dans le référentiel terrestre supposé galiléen, appliquons le principe de l'inertie au cas d'un ballon de basket abandonné à lui-même après un shoot. Comme précédemment, on négligera les forces de frottement de l'air ainsi que la poussée d'Archimède. Sur la chronophotographie, on observe que le vecteur vitesse du centre d'inertie G n'est pas un vecteur constant. La contraposée du principe de l'inertie permet d'écrire les relations vectorielles entre les forces extérieures appliquées au système. Dans la situation 1, le ballon est soumis à son poids P et à la force motrice F exercée par la main du joueur. Ces deux forces ne se compensent pas. Dans la situation 2, le ballon est soumis uniquement à son poids P, force non compensée, il s'agit d'une chute libre. Dans la situation 3, lors du rebond, le ballon est soumis à son poids P et à la réaction R du sol. Ces deux forces ne se compensent pas. Enfin, la situation 4 est identique à la situation 2. L'exemple d'un saut vertical en parachute dans le référentiel terrestre supposé galiléen est intéressant car avant l'ouverture de ce dernier, il fait intervenir deux phases distinctes. Cette fois-ci, compte tenu de la vitesse du parachutiste, on est obligé de tenir compte des forces de frottement fluide notées grand F liées à l'air. En revanche, on négligera comme précédemment la poussée d'Archimède, compte tenu du fait que l'air est très peu dense. Dans la phase 1, représentée en rouge, la vitesse du centre d'inertie augmente au cours du temps. Dans la phase 2, représentée en bleu, la vitesse du centre d'inertie atteint une valeur limite constante. La contraposée du principe de l'inertie permet de comprendre la nature de ces deux phases distinctes. Dans la phase numéro 1, le vecteur vitesse du centre d'inertie G du parachutiste n'étant pas un vecteur constant, on en déduit que la somme vectorielle vecteur P plus vecteur F n'est pas nulle. Ces deux forces ne se compensent pas. En particulier, bien que la valeur de la force de frottement grand F augmente au cours du temps, car étant proportionnelle à la vitesse du centre d'inertie du parachutiste, celle-ci demeure néanmoins inférieure à celle du poids. Le mouvement est alors rectiligne accéléré. Cette phase se déroule environ sur les 300 premiers mètres du saut. Dans la phase numéro 2, le vecteur vitesse est un vecteur constant. Cela est dû au fait que les deux forces extérieures grand P et F se compensent exactement. La valeur de la force de frottement fluide grand F est maximale et constante. Une vitesse limite voisine de 200 km/h est alors atteinte. Le mouvement est rectiligne uniforme. La contraposée du principe d'inertie appliqué à la Terre dans le référentiel héliocentrique met en évidence l'existence d'une force non compensée. Il s'agit de la force d'attraction gravitationnelle qu'exerce le Soleil sur la Terre. Voilà, j'espère que vous en savez désormais un peu plus sur le principe de l'inertie à travers les différents exemples traités. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.